Mosaïque en grand sur Mosaïque. Aujourd'hui, deuxième rencontre dans notre nouvelle édition Derrière le miroir. Le charismatique capitaine François Zanella a accueilli l'équipe de Mosaïque sur son bateau. Rencontre avec un homme qui a fait la une de la presse internationale et qui voit aujourd'hui son rêve prendre fin. Le 23 juin 2005, François Zanella, un ancien mineur passionné de navires, a la larme à l'œil. Des milliers de curieux et la presse internationale venue en nombre sont amassés au bord de la Sarre. Sous leurs yeux, un événement extraordinaire. Une grue géante et au bout la réplique du Majesty of the Seas qui tout doucement est mise à l'eau à Sarreguemines. C'est l'aboutissement de 12 années de passion, de sacrifice et d'un travail colossal. Mais aujourd'hui, après avoir parcouru près de 9000 km et passé quelques 1700 écluses, le rêve prend fin. François Zanella, pour des raisons de santé, cède la barre. Il met son œuvre en vente et espère la laisser à un amoureux des bateaux, des rivières et des canaux de France ou d'ailleurs. La fin d'un rêve avec cette rencontre derrière le miroir de François Zanella. François, bientôt, on ne sait pas encore quand précisément, votre bateau va partir sans que vous soyez à la barre. Comment allez-vous réagir? Je n'en sais trop rien. Le problème, c'est que je me dis toujours, bon, il faut qu'il parte, parce qu'on ne va pas le laisser pourrir ici dans un coin, quelque part dans l'eau, quoi. Mais le fait qu'il parte, pour l'instant, je ne sais pas comment je réagirai, parce que je me suis souvent posé la question, quelle tête que je vais faire lorsque le bateau va partir et je ne serai pas à bord. Ça va être difficile, mais bon, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai été opéré 3 fois du cœur et donc forcément avec toutes les ennuis de santé que j'ai, je ne peux plus naviguer. Ça devient trop compliqué, trop long et il y a trop d'examens à faire, il y a trop de choses à faire. Il n'y avait vraiment pas d'autre alternative. L'alternative, on avait envisagé éventuellement de prendre un pilote qui piloterait le bateau et j'irais plus tard faire des visites auprès des gens, puisque c'est un rêve, quoi. Les gens veulent le voir, ça c'est clair, et les gens viennent de partout. Nous, quand on va dans un port, les gens ils viennent de la région, par exemple quand on était à Reims ou Strasbourg ou en Allemagne ou n'importe où, mais je ne peux pas demander à l'autre d'expliquer ce que j'ai fait moi. Par contre, il pourrait me ramener le bateau là-bas, mais à qui faire confiance? C'est un bateau qui passe à 10 cm de chaque côté d'une écluse. Tu vas trop vite, tu casses tout. Il est trop haut, donc il n'est pas trop haut quand on navigue normalement, c'est-à-dire on rabaisse la cheminée, le maradar, tout se couche, et dans ce cas, on a une hauteur de 3,48 m, mais par exemple au canal des Ardennes, il a fallu ballaster le bateau. Donc après, il faut savoir, le premier pont, tu ne vas pas t'engouffrer en dessous, tu t'arrêtes devant, tu regardes, tu vas à l'extérieur, tu regardes, si ça ne suffit pas, si ça ne passe pas, tu allonges, hop, tu ouvres les ballastes, et voilà. On aura encore l'occasion de revenir sur des aspects de la navigation. Alors 12 années de travail, pour, je dirais, seulement 8 années de navigation, on peut dire que l'histoire se termine plus tôt que prévu, François. L'histoire se termine, oui, plus tôt que prévu. Mais bon, que faire? Que faire? Si ça ne va pas, ça ne va pas. Moi, je l'aurais bien gardé jusqu'à la fin. Mais comment faire? Mais est-ce que votre plaisir, finalement, vous ne l'avez pas trouvé davantage dans la construction du bateau que dans la navigation? Non, c'est une question qu'on peut tout à fait se poser. Oui, non, mais bon, le plaisir était de le construire, d'accord. C'est une chose, il a fallu trouver plein de choses. Mais le fait de naviguer avec, c'est quand même autre chose. Hein. J'ai savouré ce que j'ai fait. Donc j'ai fait quand même pratiquement, là vous avez dit 9000 km, on est pratiquement à 10 000 km et 1800 écluses. Donc on va dire que c'est pas comme si je l'avais vendu 8 jours après. Alors on a vu tout à l'heure sur les images la mise à l'eau du bateau. Racontez-nous comment vous avez vécu ces 8 dernières années, donc depuis la mise à l'eau du bateau. Depuis la mise à l'eau du bateau, c'était merveilleux parce qu'on emmenait les gens avec, que ce soit des sponsors ou autres, on les emmenait avec faire un tour avec le bateau pour leur montrer ce que j'ai fait pendant ces 12 années.
Et puis donc forcément, j'avais ma fierté là-dedans. C'est un moment fort quand tu as des gens qui viennent, qui t'ont vu le mettre à l'eau, qui t'ont vu le construire et qui finalement viennent avec pour naviguer. Et qui voient maintenant comment il fonctionne. Et qui eux-mêmes, par temps en temps, pilotent un petit peu, on va dire comme ça. Donc je savoure mon plaisir en sachant qu'eux, ils sont heureux, contents de m'avoir aidé. Et en plus, ils naviguent avec, quoi. Enfin, font des tours avec. Et de naviguer avec une personne aussi authentique que vous, j'imagine que ça devait faire plaisir. Ben écoutez, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai trouvé aucun qui a dit le contraire. Au contraire, tout le monde était super enchanté. Les gens, ils ne demandaient que ça. Hein, mais bon, c'est... Bon, vous l'avez construit, mais parlez-nous en général du confort du bateau, de ses performances sur l'eau que vous avez finalement testé après 2005. Ben, disons que le bateau, déjà, il répond très bien. Il est facile à piloter parce que n'importe qui peut le piloter, ça c'est sûr. Il faut juste faire attention à certaines choses. Mais d'un autre côté, il est confortable. Tu as une grande salle à manger, tu peux manger à 12 dedans. Tu as un salon, en bas tu as des chambres, tu as une cuisine, tu as tout le confort qu'il faut. C'est une maison sur l'eau, c'est le cas de le dire. Hein. Tu as 2 salles de bain, tu as une terrasse de 60 mètres carrés. Donc après, il suffit de savoir utiliser tout ça. Il y a même un garage pour une voiture, mais bon, je dirais une Twingo rentre là-dedans. Si la personne veut emmener sa voiture avec pour aller se promener quelque part, c'est ce que j'ai fait les premières années, on a emmené notre voiture avec. Donc un bateau pratique, facile à piloter. Est-ce que, parce que là il est accosté sur la Sarre, hein, dans le canal de la Sarre, est-ce que ce canal-là et les autres canaux que vous avez franchis, on va dire, ou utilisés, est-ce qu'ils sont adaptés à la taille de ce bateau? Ben, disons que c'est le bateau qui a été adapté à la taille de tous les canaux. Parce qu'il faut partir du principe que lorsque tu veux faire une réduction de quelque chose, tu vas d'abord te demander où tu vas aller naviguer avec. Donc c'était prévu rivière, fleuve, canot. C'était pas prévu pour la mer. Donc je sais que je vais tomber sur des écluses qui sont plus ou moins larges, donc je vais prendre les dimensions des écluses et je vais mettre mon bateau à l'échelle des écluses. Mais il faut faire gaffe à la hauteur des ponts, parce qu'on va trouver énormément de ponts. Mais il y a aussi des tunnels qu'il ne faut pas oublier. Donc il fallait que le bateau soit à la dimension pour aller partout. Donc c'est devenu la plus grande maquette au monde, sachant qu'il passe partout et en plus de ça à 10 cm des écluses, enfin des murs. Donc il faut piloter au millimètre. Hein. Bah, il faut y aller doucement. Alors, que représente l'entretien d'un tel bateau? Parce que j'imagine que même déjà, parcourir en 1 heure, ça consomme combien par exemple? Bon, en 1 heure, si moi je prends sur le petit canal, on va appeler ça comme le canal des Ardennes, le canal des Houillères, le canal de l'Est, tous ces machins-là. Donc tous ces canaux-là, maximum 5 litres à l'heure pour 2 moteurs de 100 chevaux. Et naturellement un bateau de 102 tonnes. Pourquoi? Parce que le bateau 102 tonnes, c'est lourd. On passe à 50 cm du fond du canal, et dans ce cas, on n'a pas intérêt à faire marcher les hélices trop vite. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire le bateau? Il va cabrer. Il va tout simplement, l'arrière va descendre, et il va racler le fond, ou faire de la boue, ou tu tends... Si je marche trop vite avec le nombre de tours d'hélice, on sent des cailloux taper en dessous. Certes, ils ne font pas de dégâts, puisque c'est des petits cailloux, mais on les entend. Donc, il faut réduire le nombre de tours d'hélice par rapport au canal où tu te trouves. Par exemple, en Moselle ou la Sarre, ou là où j'ai déjà été, la Meuse, tout ça, on peut marcher à 1800, 2000, on a même marché à 2400 tours. Il peut faire 2500. Donc, automatiquement, là-bas, il n'y a pas de risque, c'est assez profond. Mais ici, non. Ici, non. Et donc, j'arrive à faire quand même, on va dire, bien du 15 à 16 km à l'heure. Sauf que sur le petit canal, c'est impossible. Il y a déjà des limites de vitesse. Et en plus, c'est pas la peine de remuer la vase, comme on dit, tu n'avanceras pas plus vite. Au contraire, cool. Et combien de fois vous l'avez repeint finalement, déjà ce bateau depuis 2005? Ben, je l'ai sorti de l'eau la première fois en 2008. Dans la cale sèche de la VNF, on va dire comme ça, parce que j'avais énormément touché et j'avais peur d'avoir fait des dégâts. En réalité, il n'y avait rien. Donc je l'ai nettoyé, j'ai refait la peinture sous l'eau, je n'ai fait que la laver, puisqu'elle était bonne. En haut, tout ce qui est au-dessus, ben, j'ai redonné une couche de blanc pour qu'il soit un peu plus brillant, parce que bon, ça faisait quand même 3 ans qu'il était dehors, avec la pluie, la neige et tout ça, donc on l'a repeint. Après, naturellement, en 2011, il s'est produit un phénomène qui n'était pas prévisible. Donc, tous les 5 ans, en France, il faut sortir un bateau de l'eau. On l'a mis en cale sèche. Et dans ce cas, il fallait faire un sondage de coque. Puisque j'ai changé, on ne va pas dire de nationalité, mais maintenant, je dépends des Allemands. Parce que les Allemands, c'est l'Europe.
Alors qu'en France, c'est pas tout à fait ça, quoi. Hein. Disons que le bateau en France, le permis péniche-plaisance, va jusqu'à 38,50 m, mais en Allemagne, il s'arrête à 24 mètres. Donc j'étais obligé de dépendre des Allemands compte tenu de la longueur du bateau. Et eux, tout simplement, ils ont donc vérifié la coque, ils ont sondé la coque. Sur les 40 points de mesure qui ont été faits, je suis à 9,9, c'est le minimum d'épaisseur, et j'ai droit à 3,6. Donc le bateau, il tiendra encore 100 ans. Oui. Alors vous avez finalement cumulé beaucoup de savoir-faire pour atteindre ce résultat extraordinaire pour un mineur de charbon, j'aurais tendance à dire. Ben, moi, je dirais que les mineurs, ils ont des doigts de fée, la plupart du temps. Parce qu'on demande à un mineur de faire quelque chose, il n'a pas de main gauche. D'accord? Et il arrive à bricoler avec tout, il arrive à faire quelque chose. Mais par contre, bon, il fallait aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne le feras pas non plus. Donc il y a beaucoup de métiers que vous avez appris. Ben, j'étais électricien en bâtiment dans le temps, puisque c'était mon vrai métier, donc ça, c'était déjà acquis. Par contre, tout le travail à l'intérieur, c'est des panneaux que j'ai eu à l'époque de Saint-Nazaire, donc des chantiers de l'Atlantique. Donc il fallait les assembler, il fallait de l'outillage pour le découper. Mais après, il faut savoir lire des plans, il faut savoir tracer, il faut savoir mesurer, il faut pas faire n'importe quoi. Mais il y a toujours des erreurs qui arrivent. Donc tu jettes le panneau, tu en refais un autre. Hein. Au pire des cas... Alors, vous avez vécu sous le feu des projecteurs jusqu'à la mise à l'eau du bateau. L'intérêt médiatique s'est-il essoufflé par la suite, ou est-ce que vous avez continué à intéresser le public? Ben, disons que ça ne s'est jamais essoufflé, puisque tout le monde est toujours encore intéressé, et tous les ans, quand on fait un périple, qu'on va quelque part, Verdun ou autre, ben, il y a toujours les télés qui me suivent. Donc plus ou moins, quand je suis à Sarreguemines, c'est la région là, quand je suis ailleurs, c'est la région là-bas, ça c'est clair. Mais souvent, c'est montré en national, parce que souvent c'est arrivé que des gens d'ailleurs m'ont téléphoné, on vous a vu à la télé. Bon, après, je ne suis pas forcé de savoir où ça passe, hein, ça c'est clair. Hein. Ben, vous êtes quand même souvent vu dans les médias. Ah oui. Globalement, vous êtes trouvé comment? Ben, comment que je me suis trouvé moi? Bon, moi ça ne m'a jamais intéressé, mais bon, je sais pas. C'est les gens qui doivent me dire comment que j'étais. Mais bon, moi j'étais resté comme je suis, hein, donc je n'ai jamais changé. On m'a souvent dit qu'il faudrait peut-être que je change, parce que bon, non, je suis comme ça, je ne pourrais pas changer. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, j'expose ou n'importe quoi. Un caractère entier. Voilà, j'ai un sale caractère, on le sait, mais bon, c'est comme ça, quoi. Vous êtes mineur à la retraite, alors je vais revenir un peu sur le fonctionnement, c'est une question que j'aurais dû vous poser tout à l'heure. Votre pension est sans doute modeste. Comment est-ce que vous faites face aux frais de fonctionnement de ce bateau? Ben, les frais de fonctionnement du bateau, bon, il faut savoir que j'ai créé une association. Et donc tous les ans, on fait des visites, puisque l'association doit naturellement subvenir aux besoins du bateau. Et donc, on va dire en quelque sorte, c'est les visites qui payent. Mais bon, si l'association n'a pas de monnaie, ben, je me démerde moi, ça c'est clair. Donc c'est comme ça, quoi. Il faut joindre les deux bouts, c'est tout. Si ça ne devrait pas aller, bon, on fait un emprunt, puis on verra après. Donc après, il faut que je me démerde comme ça, quoi, c'est tout. Le prix de vente est fixé à 1 million d'euros. On le voit sur une bâche là, qui est fixée à l'extérieur du... Enfin, je ne sais pas s'il y a marqué 1 million d'euros, mais en tout cas, le bateau est en vente, et c'est vous qui nous l'aviez dit dans les coulisses. 1 million d'euros. Alors, qui sont les acheteurs potentiels? Et est-ce que vous avez des critères de sélection? Vous le donnez à n'importe qui? Non, moi j'ai dit ça comme ça. Déjà, je ne vais pas le donner à n'importe qui, ça c'est sûr. Parce qu'il faut déjà que la personne soit amoureuse des bateaux. Parce qu'ici, c'est seulement pour l'acheter, ça ne me sert à rien. Non, il faut que la personne aime les bateaux. Si elle ne l'aime pas, ça ne sert à rien. Par contre, le prix a été fixé, bon, c'est vrai. Mais de mon côté, j'ai donné le bateau à une agence pour qu'elle s'en occupe. Parce que je n'ai aucune notion, je ne peux pas savoir si les gens, je ne sais pas moi, sont solvables ou quoi, ou c'est comment je vais trouver tout ça. Donc on l'a donné à une agence, elle se débrouille, ce n'est pas mon problème. Et là, ça en est où? Pour l'instant, ça piétine. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, il n'y a pas de contact ou... Des contacts, il y en a, mais c'est tout. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne suis pas sûr. Alors pour l'instant, ça ne me dérange pas, le bateau est là, on vit avec, on fait des tours avec, voilà. On verra bien. Un jour viendra peut-être que, bon. Alors depuis que vous avez démarré le chantier fou dans votre jardin à Morsbach, quels ont été les moments les plus heureux avec ce bateau? Les plus heureux, bon, c'était d'avoir réussi la première partie, donc ça c'est sûr.
Puis bon, après, réussir toutes les suites, toutes les autres parties, la mise à l'eau, enfin tout ça. Et puis bon, la famille, tout le monde est toujours resté uni. Donc de ce côté-ci, tout était bon. Les moments les plus heureux, je dirais même la mise à l'eau, c'était heureux et malheureux en même temps. Parce que bon, ils partaient du jardin pour aller être mis sur l'eau. Mais sur l'eau, je ne sais pas moi, il y avait tellement de monde. Et je me disais, qu'est-ce qui va se passer au moment où il va prendre l'eau, au moment où il va toucher l'eau? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va être bien droit? Est-ce qu'il va se pencher? Est-ce qu'il va passer plus lourd derrière que devant? Est-ce qu'il va piquer du nez? J'en sais rien. Après, j'avais peur que ça ne marche pas bien. J'avais aussi peur du transport, parce qu'on s'est dit, bon, un engin de 33 mètres, comment qu'on va passer partout? Et puis bon, j'avais choisi les bonnes personnes pour le faire. Et je peux dire que les Allemands, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et donc, plus tard, celui qui a organisé tout le transport, c'est devenu mon gendre. C'est tout simplement comme ça. Et puis donc, voilà quoi. Mais bon, c'est des moments forts et puis on n'oublie pas ça, quoi. C'est sûr. Bon, maintenant, on va voir ce que ça va donner, quoi. Bon, vous avez aussi vécu des tourmentes, enduré des souffrances. Quels ont été les moments les plus difficiles pour vous? Les plus difficiles, la première fois, c'était en 97, pardon, quand j'ai perdu le fils. Mais bon, rien à voir avec le bateau. Mais bon, on a perdu le fils. Il avait quand même presque 22 ans. C'est lui qui m'a quand même appris à souder. Donc, quelque part, après, je voulais arrêter. Et finalement... Mais vous étiez senti une responsabilité ou... À un moment donné, bon, lui, le bateau, il s'en foutait. Lui, il préfère aller travailler en forêt ou n'importe quoi, ou faire autre chose. Et comme il m'a appris à souder, alors souvent, je lui demandais de me donner un coup de main. Puis bon, il m'a appris toutes les ficelles. Mais le bateau ne l'intéressait pas, donc ça n'a rien à voir avec le bateau. Mais moi, j'avais un peu peur que, bon, je rentrais de la mine, j'allais au bateau. Je rentrais du bateau, j'allais à la maison dormir. Le lendemain, je partais à la mine et ainsi de suite. Donc, je ne me suis pas tellement occupé de mes enfants, ça c'est vrai. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, responsable, non, puisque bon, il avait 22 ans, il avait fait son service militaire, non, il vivait chez nous à la maison, oui, mais bon, il n'y avait pas de responsabilité, quoi que ce soit à voir là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé, si je peux vous poser la question? Parce que... Pour Jean-Marie, il a eu un accident dans un garage, c'est tout. Hein. C'est tout. Les gens après, bon, racontaient des salades, mais c'est comme ça, quoi. Ça n'a rien à voir ni avec moi, ni avec le bateau, ni avec personne. C'est un accident bête, c'est tout. Après, le deuxième moment douloureux, c'est quand le bateau était sur l'eau. On a fait les premières visites, et donc c'était au mois de juillet, donc un mois après la mise à l'eau. Ma femme, elle était sur la péniche Pauline, et en voulant rentrer dans mon bateau, elle a sous-estimé où il fallait mettre le pied, donc elle a mis le pied sur la corde, et du coup, on l'a vu devant la timonerie. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais par terre? Elle me dit, je suis tombé. J'ai dit, lève-toi, bon. Et puis elle me dit, je peux pas. Et la jambe qui était carrément retournée, elle était à l'ambulance. Alors, bon, l'ambulance est venue, tout le monde est venu. Les gens, ils croyaient qu'on faisait un exercice. En réalité, non, le type avait le péroné cassé. Donc ça s'est pas bien remis, on va dire comme ça. Je ne peux pas lui dire, saute du bateau pour aller accrocher une corde, mais je m'approche au maximum, et sachant que le bateau se manœuvre très bien, elle descend tranquillement, elle accroche les cordes, pas de problème. Elle m'a toujours aidé, et ça, c'est bien. Et votre plus belle rencontre au fil de l'eau? On a fait des rencontres. Hein. On a fait beaucoup de rencontres. Bon, tous les mariniers qu'on a rencontrés du côté de Nancy ou ailleurs, ils connaissent l'histoire du bateau. On a aussi rencontré des gens, comme je dis, des maires ou des adjoints ou des gens qui nous ont accueillis à bras ouverts, on va dire comme ça. Hein. Rethel, Reims, les gars de la VNF, les grands patrons de la VNF. Bon, tout ça, ça a été des belles rencontres. Mais on a eu aussi des surprises dans les rencontres. Il y a eu à un moment donné un bateau qui est arrivé, donc nous on sortait de l'écluse de Réchicourt, et lui venait vers l'écluse de Réchicourt, donc sa femme lui dit, c'était un Anglais ou je sais pas quoi, il dit, il y a un paquebot sur le canal. Et lui dit, arrête de boire, parce qu'il ne peut pas y avoir un paquebot sur le canal. Finalement, comme j'avais la cheminée tout levée, c'était un paquebot. Et donc ils sont repartis, ils ont fait demi-tour, ils nous ont suivis jusqu'à Nancy et ils sont venus nous voir. D'ailleurs, on l'a fait écrire dans le livre d'or, parce qu'on a un livre d'or où tous les gens qui
qu'on a rencontrés ont mis un mot dedans. Que ce soit les entreprises, que ce soit les caméramans, que ce soit n'importe qui. Voilà. Votre plus grand regret? Le plus grand regret, c'est d'être obligé... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire autrement ou vivre autrement? Ah non, de ce côté-ci, tout a toujours été bon. Mon plus grand regret, ça va être d'être obligé de me séparer trop tôt de ce que j'ai fait, quoi, c'est tout. Mais bon, je n'y peux rien, malheureusement c'est comme ça. Mais autrement, tout le reste, j'ai ma maison, on vit, on a fait des belles croisières, on a été invité par la Royal Caribbean, entre autres, à faire les 2 premières croisières. Bon, après, on a beaucoup d'amis, tout ça. Non, il n'y a rien à regretter là-dedans. Le seul truc, c'est que bon, après, je suis obligé de m'en débarrasser peut-être un peu trop tôt. Mais bon. Et si c'était à refaire? Ben, je le referais, je crois. J'en sais rien. J'en sais rien. C'était une belle chose, c'est une belle aventure, il ne faut pas l'oublier. Bon, j'ai ameuté beaucoup de monde, et puis avec la famille, tout allait toujours très bien, donc il n'y a rien à regretter, c'était une belle aventure, il ne faut pas l'oublier. Et puis bon, c'est comme ça, quoi. Et le rêve, vous l'avez, c'était un rêve ambitieux finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un message, je dirais, à donner, ou est-ce que vous ne le donnez pas à travers votre action, à tous ceux qui rêvent, mais finalement ont peut-être peur de se mettre sur le chemin de la réalisation? Ben écoutez, après, chacun, il faut qu'il prenne son parti. Moi, je dis qu'un rêve, s'il est réalisable, il faut le faire. Mais bon, après, ça dépend où tu habites, ça dépend si tu habites dans un bloc ou dans une ville ou dans un village ou n'importe quoi. Donc après, les rêves ne peuvent pas tous arriver à terme, ça c'est sûr. Donc moi, je connais pas mal de monde qui ont fait des bateaux, qui habitent dans un lotissement, on va dire comme ça. Et le bateau, finalement, il a été découpé parce qu'autrement, il aurait fallu le passer par-dessus la maison. Alors donc, après, il y a des gens qui ont des rêves, qui essayent, qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai eu la chance d'y arriver. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement un dingue, et que beaucoup de gens se sont dit, bah, ce fou, il ne faut pas le laisser seul. Et donc, ils m'ont épaulé, parce que peut-être que c'était parce que c'était une belle histoire, peut-être qu'ils voulaient aussi voir si j'allais jusqu'à la fin, parce qu'il faut rester réaliste. Toutes les chaînes télé qui m'ont suivi, on n'est pas loin de 400 reportages télé depuis que le bateau il a été commencé. Donc depuis 1994, d'accord? Il y a toutes les entreprises qui, une après l'autre, se sont mêlées dans l'histoire. Pour m'aider, pour me filer quelque chose ou n'importe quoi. Il y a les gens de Saint-Nazaire, tout ça, tout le monde s'est mis dans l'histoire. Ce qui fait que moi, je ne pouvais plus abandonner parce que tout le monde s'en était mêlé. Et donc je suis allé au bout, et puis ça a réussi. Et tout le monde a vu ce que ça a donné, et pratiquement tout le monde a navigué avec. Voilà, c'est la fin de notre rencontre. François Zanella était derrière le miroir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.